Bonsoir et merci de nous rester fidèles. Le Conseil des ministres du 19 octobre dernier a décidé de la mise en affermage des hôpitaux de zone de Djidja, Kové et Djougou. Mise en affermage, c'est la mise en gérance privée pour faire simple, la raison invoquée par le gouvernement. Ces hôpitaux, construits et équipés depuis plusieurs années, ne sont toujours pas fonctionnels et sont même livrés aux intempéries. Alors que les populations bénéficiaires continuent de souffrir des difficultés liées à l'inaccessibilité aux soins. Pourquoi ces hôpitaux ne sont pas fonctionnels? Quels sont les contours du processus de mise en affermage? Quels sont les impacts sociaux d'une gérance privée dans un secteur aussi sensible que la santé? Sur le plateau du dossier du dimanche, aujourd'hui, un médecin, ancien ministre, Alexandre Ontongi, il nous aidera à comprendre la vocation d'un hôpital de zone et certainement nous expliquer le sens de la mesure prise par le gouvernement. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Célestin Mara. À ma gauche, un juriste, le conseiller technique juridique du ministre de la Santé, avec Alassane Amadou Sani. Nous ferons le décryptage des aspects juridiques de la mise en œuvre de l'affermage. Bonsoir, monsieur le conseiller technique. Bonsoir, monsieur le journaliste. Nous devrions avoir également sur ce plateau un syndicaliste, j'allais dire Dieudonné Lokossou, le secrétaire général de la CSA Bénin, pour nous aider à analyser la dimension sociale de la décision du gouvernement et surtout nous expliquer pourquoi les centrales syndicales sont farouchement opposées à cette décision et ont même exigé la suspension immédiate de la décision du gouvernement. Malheureusement, M. Dieudonné Lokossou a un empêchement de dernière minute, un empêchement d'ordre sanitaire, et il a même présenté ses excuses aux téléspectateurs. Je vais donc avoir deux invités. Je vais faire l'effort de servir de contradicteur. Bonsoir encore une fois. Et je commence avec un petit exercice parce que j'ai fait des recherches comme à l'accoutumée. Je lis « Affermage ». C'est le contrat par lequel le contractant s'engage à gérer un service public à ses risques et périls contre une rémunération versée par les usagers. Le concédé appelé fermier reverse à la personne publique une redevance destinée à contribuer à l'amortissement des investissements qu'elle a réalisés. C'est exact comme définition de l'affermage pour le public qui ne comprend pas un mot un peu, j'allais dire barbare, pardonnez-moi. Merci, monsieur le journaliste. Oui, c'est exact. C'est-à-dire, il faut prendre ici en compte, disons, quelques considérations terminologiques. Oui. Premièrement, on dit c'est un procédé par lequel on confie à un privé, disons, une infrastructure gérée par c'est-à-dire mise en place, réalisée par l'État lui-même, de façon à ce qu'il le gère, moyennant une redevance, lui-même se devant donc de tirer, disons, ses rémunérations à partir de la prestation des usagers. Est-ce que ceux qui disent que c'est une privatisation qui ne dit pas son nom, est-ce qu'ils ont tort? Et non, peut-être, non. Lorsque, par exemple, les gens se permettent de confondre ça à une privatisation, ça peut se comprendre. On ne va pas dire qu'entièrement ils ont tort, mais en réalité, ils n'ont pas compris. Parce que, quand on parle de privatisation, c'est tout autre chose. Au niveau de l'affermage, il n'y a que d'abord l'objet même qui sert d'affermage est un bien de l'État. Un bien réalisé par l'État. Et l'État confie ça maintenant à une personne morale du droit privé. C'est-à-dire, non, c'est pas parce que c'est une personne morale du droit privé que c'est une privatisation. La personne morale du droit privé étant partie au contrat, il ne s'agit pas d'un contrat commercial. Merci, on va aller plus loin. Voilà. Monsieur le ministre, on va aller rapidement pour ne pas être surpris par le temps. Avec vous, je veux déjà qu'on nous dise que représente l'hôpital de zone de manière générale. On parlera des trois en question, mais l'hôpital de zone représente quoi dans la pyramide sanitaire de notre pays aujourd'hui? Il faut dire que... en termes de plateau technique, équipement, apport à la couverture sanitaire. Voilà. Il faut se représenter le système de santé du Bénin comme une pyramide qui a 3 niveaux.
Il y a le niveau central, le niveau intermédiaire et le niveau périphérique, qu'on appelle zone sanitaire. Chaque zone sanitaire est organisée autour d'un hôpital, qu'on appelle hôpital de zone. Mais en réalité, c'est un centre de santé à vocation chirurgicale. C'est-à-dire pouvant soigner des cas graves, c'est ça? Pouvant offrir des soins chirurgicaux, en plus des soins de santé primaire et des autres soins, pouvant donner, n'est-ce pas, des soins chirurgicaux. Ça, c'est très important. Et autour de cet hôpital... Ça signifie qu'on peut opérer, par exemple? On peut opérer, par exemple, une femme qui a besoin d'une césarienne, un monsieur qui a... Un cas d'accident. Une hernie étranglée, enfin, ou un cas d'accident, tout ce que... Et même un enfant... On a positionné des spécialistes, un plateau technique approprié, et les centres de santé sont organisés autour de ce centre à vocation chirurgicale. C'est organisé et il y a quelque chose qu'on appelle système de référence et contre-référence. C'est-à-dire qu'on a positionné un service de radiocommunication, on a positionné une ambulance et il y a des gens qui s'en occupent au point où la sage-femme qui est par exemple dans un coin, dans un centre de santé isolé, a des problèmes, il lui suffira simplement d'appeler un numéro. Et tout de suite, le bloc est déjà en train d'être préparé, il vient chercher la patiente et tout se déroule normalement. Et cela permet, n'est-ce pas, parce que nous avons 77 communes, mais nous avons à peu près 34 zones sanitaires, dont plus ou moins une trentaine sont opérationnelles, je vais dire. Parce que simplement, on n'a pas les moyens de développer des centres de santé à vocation dans toutes ces communes. Donc on rassemble les communes et lorsque la taille de la population atteint 200 000 à 300 000, on dote ces communes-là, n'est-ce pas, d'un centre hospitalier à vocation chirurgicale avec un certain nombre d'autres spécialités médicales et l'organisation des soins, que ce soit les soins curatifs, préventifs, promotionnels, réadaptatifs, tous les types de soins s'organisent autour de cet hôpital. Et au niveau des coûts, quand je compare au privé, c'est le public, ces hôpitaux de zone. Est-ce que les coûts sont accessibles aux populations de ces localités? Parfaitement, parce qu'il y a ce qu'on appelle la participation communautaire. Oui. Il y a des organes qui dirigent la zone sanitaire. Il y a d'abord le comité de santé. Le comité de santé réunit des élus. Il dit que tous les maires de la région, en principe, doivent être dedans. Et à côté de cela, les centres de santé privés, etc., tous ceux qui sont des acteurs, et même les représentants des utilisateurs de services de santé, ils ont un lieu commun où ils décident de ce que leur zone sanitaire devrait être. Mais à côté de ça, il y a les techniciens. Les techniciens ont leur organe, qu'on appelle l'équipe d'encadrement de la zone sanitaire. Cette équipe-là réunit tous les médecins-chefs, et même, disons simplement les médecins, et ils réfléchissent sur la meilleure manière, n'est-ce pas, de fournir les soins. Les coûts sont étudiés également, et s'ils ont besoin, n'est-ce pas, de modifier un certain nombre de coûts, ils se réfèrent à l'autorité et l'organe national qui se charge d'étudier les coûts essaie de voir. Donc, je crois que c'est une réforme majeure que nous avons eu à connaître, n'est-ce pas, vers la fin des années 90 et que nous avons appelé la réforme, n'est-ce pas, de la base de la pyramide sanitaire et qui était un dimensionnement, n'est-ce pas, de la base sanitaire avec les hôpitaux de zone. Justement, on verra bien si tous ceux que vous avez cités comme acteurs impliqués le seront dans les hôpitaux qui sont concernés par la nouvelle réforme. On ne sait pas si tout cela sera. Mais en attendant, je voudrais demander au conseiller technique juridique du ministre de la Santé la motivation de la décision du gouvernement. On a dit que c'est la non-fonctionnalité des hôpitaux de zone des 3 localités, Djidja, Djougou et puis Kover. Dans le point de presse fait par le ministre d'État, il a parlé j'allais dire de compétences, un certain nombre de choses qu'on n'attendrait pas d'un secteur aussi sensible. Est-ce qu'un hôpital a une vocation, j'allais dire, de rentabilité? Parce que c'est la question que se posent ceux qui s'inquiètent. Merci. Je voudrais juste terminer, parce que vous parliez de privatisation, je voudrais dire que lorsque l'État est parti au contrat, il n'y a pas de privatisation. L'État ne se libère pas de ses hôpitaux. L'État est parti au contrat. C'est une forme de gestion déléguée. Très bien, on l'a compris. Maintenant, revenant
à ce que vous avez dit par rapport donc au point de presse du ministre. Est-ce qu'un hôpital... le ministre n'a jamais pensé ou bien vouloir vraiment signifier que ce qui est visé, c'est la rentabilité. L'objectif du gouvernement, c'est le caractère de l'efficacité. Efficacité diffère de rentabilité. On peut aller dans l'efficacité sans forcément, disons, heurter, disons, le facteur coût, mais tout en faisant appel à l'efficience. C'est quoi l'efficience? C'est quoi l'efficacité? C'est quoi l'efficience, c'est l'utilisation des moyens raisonnés de façon appropriée pour atteindre des résultats assez importants, assez sérieux. L'efficacité se sert de l'efficience. L'efficacité, c'est, disons, la mise en œuvre de tout ce qu'il faut pour rentabiliser, c'est-à-dire pour, dans une certaine mesure, rationaliser les ressources. Une autre question, monsieur le conseiller technique. Oui. Pourquoi ces hôpitaux construits, équipés, et depuis des années, ne sont pas fonctionnels? Et on se pose la question, qu'est-ce qui manque? C'est le personnel qu'on n'a pas recruté? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ne sont pas opérationnels jusqu'à aujourd'hui? Et que l'État soit obligé de faire appel à un privé? Bon, en réalité, vous savez, lorsque, disons, un gouvernement s'installe, il a un programme d'action. Tous les secteurs de la société constituent des indicateurs de mise en œuvre d'une politique de gouvernement. Mais un gouvernement est resté pendant des années. Ça n'a pas pu, parce qu'ils pensaient. À un moment donné, ils ont mis en place un comité chargé de réfléchir sur ces hôpitaux de zone. Et l'option d'affermage avait été même déjà disons, envisagée sous le régime précédent. Oui, on va y aller, mais maintenant, pour être précis dans ma question, oui. On a 34 zones sanitaires, oui. On a 25 ou 26, vous me direz le chiffre exact, 26 hôpitaux de zone, voilà. Il y en a qui sont opérationnels, voilà. On ne comprend pas pourquoi 3 ne sont pas opérationnels. C'est parce que c'est ça la question. Avec ces hôpitaux, certains ont fait l'objet, disons, de réhabilitation. Ils étaient là, mais on les a ramenés à un état beaucoup plus neuf, à un état beaucoup plus moderne. Plus équipé. D'autres avaient déjà fini d'être construits, mais pour des raisons budgétaires, n'avaient pas été suffisamment équipés pour leur donner, disons, les moyens par rapport aux attentes. Ça se justifie de cette manière-là. Le régime qui a pris, disons, les rênes du pouvoir il y a environ 6 mois, a estimé qu'il faut aller vite. Et c'est pourquoi, parmi les options et dans le cadre, disons, de sa politique, il a estimé que, dans une certaine mesure, il fallait mettre ces hôpitaux-là maintenant en fonctionnalité. Et par quelle méthode? Par la méthode la méthode d'affermage. Il n'y a pas une autre option possible, c'est-à-dire, on n'a pas une option en dehors de l'affermage? Bon, de façon plus claire et juridique, lorsque l'État est parti à un contrat, on ne parle pas de contrat commercial, il s'agit d'un contrat administratif. Je vous demande s'il y avait une autre possibilité en dehors de non, en réalité, l'affermage paraît l'une des solutions les plus envisageables. Quand on peut parler de concession, parce que je vous dis un peu les différents modes en matière de contrat administratif. Bien sûr. Lorsque vous parlez de concession, la concession a la caractéristique différente de l'affermage par le fait que le concessionnaire a lui-même réaliser peut-être les infrastructures, l'État lui a confié juste un espace, il a réalisé et puis on lui a dit maintenant exploite. C'est comme au niveau des travaux publics où on réalise des voies et on dit bon, installez les ponts péages pour dans une certaine mesure rentabiliser et jusqu'à ce que vous puissiez solder vos investissements. Dans le système d'affermage, c'est l'État qui réalise les équipements. Maintenant, le fermier peut à la rigueur mettre de l'argent pour démarrer le fonctionnement. Mais en réalité, le bâtiment, le fermier n'a pas, le privé n'a pas mis quelque chose là-dessus. Monsieur le ministre, donnez-moi une seconde, oui. Avec une dernière question avant voilà. de venir à vous. Oui. J'ai lu la loi portant cadre juridique du partenariat public-privé. Je pense que c'est peut-être la loi qui sert de base juridique à ce type de contrat. Et il me semble qu'à l'article 8, si ma mémoire est bonne, il est prévu la mise en place d'une cellule qui devrait appuyer les choix, par exemple, des types de contrats. Oui. Est-ce que cette cellule est déjà mise en place? La cellule n'est pas mise en place, mais n'empêche que, au niveau du gouvernement, les gens n'ont pas l'idée, le cerveau. Parce que si la cellule n'est pas mise en place, monsieur le ministre, je pose la question
c'est pas par hasard. Si la cellule qui est censée donner des conseils au gouvernement, définir les orientations en termes de contrat, n'est pas encore mise en place, comment est-ce qu'on va mettre en œuvre l'affermage? Moi, je crois que je ne peux pas en parler mieux que le juriste. Mais comment ça va se Merci. faire? Oui, comment ça va se faire? Je vous dirais que dans, Il n'y a pas de précipitation. dans les prérogatives de l'État, il y a ce qu'on appelle le pouvoir de gouverner, le pouvoir d'administrer. L'État, dans son option, a cette prérogative-là. Lorsque l'État décide que tel secteur qui est, disons, dans une certaine mesure sous ma gouverne, je préfère le faire comme ça, il a usé de sa prérogative de gouvernance, d'administration. Ce n'est pas une question de partenariat public-privé, c'est une décision du gouvernement qui est prise. Et ça ne se discute pas avec l'autorité de l'État. Maintenant, on peut attendre pour voir si telle option qui est prise est jusqu'à un niveau, est-ce qu'on ne s'est pas trompé? En ce moment-là, on aura raison dans une certaine mesure. Oui, mais ça veut dire, monsieur le ministre, concrètement, que ce n'est pas demain la mise en application effective de l'affermage. Donc, je voudrais revenir un peu en arrière pour dire que ce n'est pas la première fois. Oui, il l'a dit que ce n'est pas une initiative. C'est pas une initiative nouvelle, Oui. puisque lorsque nous allons à Ménotin a été construit par l'État. Il a été confié à un groupe de médecins. Beaucoup de gens pensent que c'est un hôpital Non, c'est vrai que feu Monseigneur de Souza avait parlé de cette chose-là. Mais c'est le premier président du conseil d'administration, c'était un certain Kapochichi. Je me souviens bien parce que c'était le directeur régional de la santé à l'époque. Et c'est pour dire que Ménotin a fait du chemin. Les cliniques coopératives également. C'est l'État béninois qui a souscrit des fonds au niveau de la Banque mondiale pour construire. En principe, si les choses s'étaient déroulées normalement, ces premières cliniques coopératives et autres devraient faire en sorte que l'État soit capable d'en construire d'autres. Mais je dis que ces centres de santé sont très utiles aujourd'hui de toute façon. Les 3 hôpitaux de zone de Djougou, de Mounion, sur le territoire d'Idja, d'accord, et de Covey, eh bien, je les ai suivis pratiquement personnellement, parce que j'étais conseiller spécial du chef d'État en matière de santé, avec le ministre Kiné Gazar, Dorothée, avec elle, nous avons fait plusieurs tours. Nous avons étudié, analysé cette chose-là. On l'a fait. Il faut dire que c'est des hôpitaux de zone qui sont quand même dont le dimensionnement a été revu et corrigé. Les normes qui ont été, ça a été, disons, surnormé par rapport aux normes qui sont les standards qui ont cours actuellement. Donc c'est des hôpitaux quand même qui offrent vraiment beaucoup de capacités. Il faut dire que déjà en 2013 ou 2014, nous avons déjà étudié la possibilité d'aller vers, disons, cette expérience, parce que à un moment donné, pour une raison ou une autre, à tort ou à raison, il y a eu beaucoup de mouvements d'humeur dans le secteur, et si cela ne vous arrive pas, si cela ne vous est jamais arrivé, vous ne pouvez pas comprendre de quoi je parle. Lorsqu'il y a un mouvement d'humeur dans le secteur et que vous avez besoin de soins d'un certain type, alors en ce moment, vous allez réaliser la gravité de la chose. Mais dans les hôpitaux confessionnels, ou les hôpitaux qui sont en affermage, ou les hôpitaux qui sont confiés, n'est-ce pas, à des structures privées, ou associatives, ou coopératives, mais il n'y a jamais de mouvement d'humeur pratiquement. Et ce sont ces hôpitaux-là qui sont plutôt les recours, n'est-ce pas, pour tous ceux qui ont besoin de soins. C'est intéressant, monsieur le ministre, ce que vous dites, mais je regrette l'absence du syndicaliste. Vous êtes en train de me dire que les syndicalistes ont en partie raison de craindre que le mouvement s'étende à d'autres hôpitaux, parce que si vous dites à cause des grèves, ils vont se dire mais les autres hôpitaux de zone donc peuvent demain être cédés au privé. Non, vous savez, c'est pour qu'il n'y ait pas de grève. Ce qu'il faut rechercher est ceci. Moi, j'ai suivi de très près l'audit de l'OMS, de notre système de santé. Et lorsque, en 2008, on est venu nous faire cet audit-là, nous avons constaté que notre système de santé
avait un certain nombre de problèmes. Lesquels? Premièrement, le problème de la qualité de soins. La qualité des soins. Parce que, disons, la vision qui guide le secteur, c'est de donner des soins de qualité. Mais c'est la faute à qui ici, les soins de santé? D'accord. Laisse-moi finir. C'est-à-dire des soins de qualité accessibles géographiquement et financièrement aux populations. Mais lorsque et une disponibilité 24 heures sur 24, 365, et il ne serait pas bien de savoir qu'il y a un centre de santé qui est là, une femme qui est en train de saigner, on a besoin d'ouvrir tout de suite, et qu'on aille là, qu'on dise qu'on ne travaille pas aujourd'hui, qu'on soit obligé de reprendre la grande route. Ça, parfois, c'est catastrophique. Mais alors, la qualité, c'est un certain nombre. Oui, je vous demandais, c'est la faute à qui si on n'a pas... Je vous dis, c'est l'observance. Je ne dis pas l'observation, c'est l'observance même d'un certain nombre de normes et de standards. C'est ça qui fait la qualité. D'autre part, l'accessibilité géographique. C'est-à-dire que lorsque vous êtes par exemple à Ouenri, que vous quittez Ouenri et que vous arrivez jusqu'à Covey, entre Covey et Zanyando aujourd'hui, quand vous arrivez là, et que vous n'avez pas les soins dont vous avez besoin, et que quand vous quittez là, il faut aller à Boycon. Vous comprenez ce que je dis? Donc l'accessibilité géographique, cela règle ce problème-là. Ensuite, l'accessibilité financière. La clinique peut être à côté de ta maison, et parce que tu n'as pas suffisamment d'argent, tu n'y vas pas, parce que c'est trop cher. Et c'est ça qui fait que les partenaires sociaux se posent des questions. Ce que je dis est ceci, en matière de santé, le premier, c'est-à-dire l'individu, le ménage, la communauté, c'est des coproducteurs de la santé, c'est ce qu'on appelle la santé. Par conséquent, lorsque nous faisons des réformes, nous changeons des choses dans le système, il faudrait d'abord sensibiliser, informer, communiquer abondamment avant que de nous mettre, n'est-ce pas? C'est peut-être ce qui a manqué à la décision du gouvernement. Parce que c'est ce qui a manqué, alors que le système, le choix qui a été fait, de mon point de vue, est un choix... D'abord, il n'est pas nouveau. Il n'est pas nouveau. Et puis, c'est un choix qui a fait ses preuves et qui garantit un certain nombre de choses d'ailleurs. Et c'est pourquoi je souhaite que vraiment, qu'au ministère, qu'on puisse communiquer, qu'on puisse rencontrer les partenaires sociaux et d'autres qui ne sont pas d'accord aujourd'hui. Quand vous n'avez pas l'information, eh bien, vous pouvez vous braquer pour dire qu'en réalité, ça règle un certain nombre de problèmes. Et les coûts, puisque l'État est co-contractant, je dis quand je vais vos termes, mais l'État est parti à cela, l'affermage. Et à partir du moment, les prix qui seront pratiqués là, c'est des prix qui seront étudiés pour que le fermier ainsi que le propriétaire de la maison, que tout cela se fasse au mieux. Monsieur le conseil juridique, au-delà de ce que dit le ministre, qui est clair à comprendre, il reste tout de même que nous aurons un système sanitaire avec des hôpitaux de zone à double vitesse, puisqu'il y en a d'autres qui ne sont pas cédés, enfin, qui ne sont pas gérés par le privé. On ne peut pas avoir d'hôpitaux de zone à double vitesse. C'est le constat. Et on peut avoir d'hôpitaux de zone, disons, à méthode fonctionnelle différente. Ce ne serait pas à double vitesse. Et je voudrais vous dire ceci. Oui. Puisque nous sommes là pour l'éclairage de la population, l'affermage, ça ne doit pas faire peur. Pourquoi? Parce que... Sans vous couper, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il est possible que les autres hôpitaux soient sous affermage demain? L'expérience pourrait, dans quelques années, quand les gens verront vraiment l'efficacité. Pourquoi? Donnons des noms concrets. Je crois que je me réjouis que le ministre est déjà allé vraiment dans beaucoup de sens où il voulait aller. Aujourd'hui, certains hôpitaux sont sous le régime d'office d'État, c'est-à-dire office, disons, à caractère scientifique, culturel et social, tels que le CHUMEL, le CNHU, etc. Les règles qui gouvernent, qui régissent ces gens d'office, à savoir la loi 94-009, prévoient un certain nombre de choses, de disciplines. Mais aujourd'hui, les personnels de ces hôpitaux, malgré qu'ils sont considérés comme du personnel en détachement, se mêlent même aux agents permanents de l'État, des administrations, pour faire la grève au même titre que les autres. Alors que
dans les règles qui régissent ces hôpitaux, ils ont des avantages énormes, etc., que les autres n'ont pas. Déjà, c'est un problème. Et on a dit, il faut quand même prévoir des cas de compensation parce que notre société est devenue autre chose aujourd'hui avec les grèves. Parfois même, vous vous demandez, est-ce que des gens vraiment ont une certaine forme de manière de voir? Donc, moi, j'estime ceci que l'affermage, c'est une gestion déléguée où l'État est derrière. Il y a d'abord un contrat type. Ce n'est pas le mécanisme de mise en œuvre que cela va être fait. Et si le gouvernement n'a pas choisi de communiquer au départ, c'est une option. En attendant qu'on regarde l'applicabilité de ce que vous appelez la mise en œuvre de l'affermage, je prends un cas. Tout à l'heure, on va voir les images de Djougou, mais en attendant, c'est un cas quand même juridiquement complexe. Vous allez peut-être me démentir. Puisqu'il y a déjà un partenariat entre l'hôpital de Djougou et l'ordre de Malte, comment ça va fonctionner? On aura un partenariat triangulaire, c'est-à-dire l'État, le privé, l'ordre de Malte. Oui. C'est une décision du Conseil des ministres. Quand il va s'agir de mettre ça en œuvre, nous allons étudier cas par cas. Contrat sur contrat nouveau. C'est-à-dire, s'il y a un contrat au préalable... Mais quand vous parlez comme ça, les téléspectateurs qui nous regardent se posent une question. Comment ça se fait qu'on prend la décision et on dit on va maintenant analyser les choses au cas par cas? Pourquoi on n'analyse pas avant de prendre la décision? Non, l'affermage peut primer. Si dans une certaine maison, on estime que dans l'ordre des choses, un contrat n'est pas, disons, irrésiliable. Si on estime que l'affermage paraît mieux, nous allons négocier avec le partenaire lors de Malte et résilier le contrat. Si on estime que tel que ça se passe, c'est mieux, bon, on fait l'expérience avec les deux hôpitaux. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore défini si c'est des contrats à durée indéterminée, à durée déterminée? Non, ça là, une décision est prise, tout est étape par étape. Oui. Il va falloir maintenant mettre en place un comité qui analyse la mise en œuvre de l'affermage. Ça peut être d'abord un contrat de 2 ans. Ça peut être d'abord même un contrat où on prévoit que les acteurs seront impliqués. Par exemple, les maires des communes peuvent représenter l'État en matière de représentation physique de la personne morale de l'État dans l'affermage. Lorsque vous impliquez tous ceux-là, pourquoi doit-on s'attendre à une inquiétude? Donc l'appel d'offres n'a pas encore été lancé. Non, mais c'est une décision qui est annoncée. Il faut maintenant un comité, une commission pour analyser. Et tout le monde sera impliqué pour que ça n'ait pas un visage sauvage de privatisation. Mais quand je regarde la préoccupation du ministre d'État qui dit que les populations continuent de souffrir des difficultés liées à l'inaccessibilité, ça va prendre combien de temps encore? Non, merci. Je ne crois pas parce que, vous savez... Combien de temps ça va prendre? Vous dites que... Non, l'hôpital de zone était... Déjà, il existait. Existait, oui. Et vous avez dit qu'on a modifié un certain nombre bien sûr, d'équipements. mais maintenant, l'État a construit d'autres centres qui sont aujourd'hui, qui sont plus grands, mieux équipés. Enfin, ça correspond bien à l'époque où nous sommes. Pour mettre cela en œuvre, l'État dit, on ne va pas faire comme on le fait, envoyer un directeur là avec tout ça, sécurité, machin, mais on fera en sorte que les gens qui ont compétence, les personnes morales qui ont compétence, puissent prendre la gérance de ces hôpitaux-là. Cela veut dire quoi? L'État béninois a une politique en matière de santé. Et on peut faire un contrat au ministère de la Santé aujourd'hui qui aille contre les normes et les standards qui ont cours. Alors, à partir de ce moment-là, comme c'est un hôpital de référence, il y a des organes qui existent et qui gèrent ces centres. Et qui sont des organes, disons, qui sont ouverts, n'est-ce pas, aux populations. C'est des organes qui sont très inclusifs et qui permettent, n'est-ce pas, à toutes les couches organisées, n'est-ce pas, de participer. Et même, je vous dis, qu'il y a des interfaces qui sont même créées entre les acteurs, tous les acteurs, pour se rencontrer et discuter de ce qui est bon pour la population desservie. Parce que d'abord, le système de santé tel qu'il est aujourd'hui, la question de la responsabilité. Vous voyez, le ministère de la Santé, c'est un truc pyramidal. Il faut permettre à ceux qui sont, n'est-ce pas, à la base, par exemple, d'administrer leurs affaires. Et la décentralisation, c'était une sorte de décentralisation que nous avions eu à faire. Nous étions en avance sur l'administration. Mais quand vous dites ça, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on les a consultés avant de prendre la décision, puisque vous parlez de l'implication de la base
pour la mise en affairage. L'affairage, non. En réalité, c'était pas indispensable de... Aujourd'hui, Sanyanando Kove-Wenri, la zone sanitaire, a forcément un comité de santé. Et dans ce comité de santé, il y a les élus. Tous les maires sont représentés là-dedans. Ensuite, il y a des personnalités, les privés, l'équipe d'encadrement, tous les... Je ne sais pas si ma question est comprise. Si je prends un Djougou, Kove, mise en affairage, il y avait ces comités-là qui existaient déjà, je suppose. Est-ce qu'avant de prendre la décision que le gouvernement a prise, est-ce qu'on les a consultés? Moi, je ne peux pas. Oui, c'est la question que je pose. C'est ce que je continue de vous dire, monsieur le journaliste. L'acte de gouvernance, d'administration n'est pas, disons, quelque chose qui nécessite un référendum. Il s'agit d'une décision de gouvernance, de gestion, d'organisation. Il revient à l'État. Avez-vous jamais vu un État se tourner contre son peuple? Le droit à la santé est un droit fondamental de l'homme. D'accord. Quel intérêt une gouvernance politique aura à rendre la situation difficile à son peuple? Mais à partir du moment où, et je rejoins peut-être le ministre qui parlait de communication, c'est quand même essentiel de dire aux populations, ne vous inquiétez pas, nous allons mettre en place un processus qui ne va pas dans le sens contraire de vos intérêts. C'est le b.a.-ba, on aurait pu quand même les informer. La population ne s'inquiète pas. La population s'inquiète. Non, c'est les organisations syndicales. Non, tout ça, c'est la manipulation. Vous allez voir tout à l'heure. Ils sont venus chanter la dernière fois. Je veux respecter, disons, les organisations syndicales. Ça, c'est des gens qui ont du mérite. Je ne vais pas leur jeter la pierre. Mais je dis ceci. Il y a lieu qu'ils puissent toujours prendre un peu de temps pour examiner. Moi, j'aurais par exemple apprécié qu'ils commencent d'abord par former une délégation pour aller rencontrer le ministre de la Santé pour savoir un peu quels sont les dessous de l'affairage. Au lieu, il y en a parfois, ils ne savent même pas que ce n'est pas privatisation. Le simple fait qu'on a dit que c'est l'intervention d'un privé, privatisation. Tout ça là, c'est un peu difficile. La population est un peu manipulée, mais on va peut-être le leur expliquer. C'est-à-dire, dans la mise en œuvre de l'affairage, on peut mettre les partenaires sociaux au niveau du comité de pilotage. Il y aura un comité de pilotage. C'est un contrat qui n'est pas à l'image d'un bail amphithéotique. Très sincèrement, monsieur le ministre, j'ai lu, pour ce qui concerne l'hôpital de Djougou, on dit qu'il est financé presque entièrement, c'est selon mes recherches, presque entièrement par la Banque islamique de développement. Est-ce qu'il n'y a pas la pression des bailleurs de fonds derrière ce genre de décision? Non, pas du tout, pas du tout. Je vous dis que c'est depuis les années 98 que nous avons engagé la réforme de la base de la pyramide sanitaire, que nous avons réorganisé sous forme de zones sanitaires. Et ces zones sanitaires-là s'organisent autour des hôpitaux de zone. Et quand une zone sanitaire n'a pas un hôpital de zone, nous disons que cette zone-là n'est pas fonctionnelle. Donc, il y a des hôpitaux encore qui sont... Alada est en construction actuellement. Alada actuellement est identifié pour être construit. Donc, et on a divers partenaires. Calavi a été construit par l'Union européenne, ainsi que Surulere. Ça, c'est avec moi-même, ça. Ouida a été construit par la Banque mondiale, donc, etc. Donc, c'est les partenaires diversifiés. Et la Banque islamique pour le développement a accepté de prendre cela en main et a construit cela. Jusque-là, c'est parfait. Parce que là où il y a un centre de santé, ça veut dire qu'il y a l'espoir, il y a l'espérance. Cela veut dire qu'il y a le soulagement des souffrances des populations. Moi, je suis médecin, c'est pas parce que je suis sur le plan, je suis un peu formaté sur ce plan-là. Mais lorsque je trouve un centre de santé en train d'être construit, je me dis, Dieu, je te remercie. Parce que sans hôpital, sans centre de santé, le drame qui se joue, personne ne peut l'imaginer. En réalité, pour Djidja, je m'étais battu à un moment donné pour que la situation géographique soit améliorée. Mais c'était déjà tard. La remise de site, etc., avait déjà commencé. Mais sinon, je dis que c'est avantageux pour les populations. Et l'affermage ne peut pas, ouvrir, n'est-ce pas, laisser libre cours à des prix qui vont être pratiqués comme ça.
Dans le secteur de la santé, c'est important. Même lorsque vous avez vous-même votre centre de santé, vous devriez respecter les K, les B, etc. Donc, moi, je voudrais que, à l'étape actuelle, l'option qui est faite, également comporte des, comment on dit, des critères qu'il faut respecter. Et ce n'est pas ouvert. C'est pas ouvert. Donc, donc moi, je me dis, si tout est respecté, parce que notre pays, je connais bien mon pays, ce n'est pas faute d'options, de bonnes options faites par un gouvernement, etc. Dans la mise en œuvre, si nous-mêmes, par exemple, je dis, s'il n'y a pas un bon suivi, s'il n'y a pas la supervision, le suivi de ce qui se passe, si le comité de santé n'est pas un comité de santé perspicace, alors il faut bien que tout cela se fasse très bien, parce que quand nous les fonctionnaires, c'est vrai, les fonctionnaires, nous avons nos habitudes. Nous avons nos habitudes. Mais lorsque on est sous un contrat et qu'on doit faire en sorte que les activités, on soit un pôle d'attraction pour les malades, n'est-ce pas, d'une zone donnée, mais on veut prendre tout le monde. Mais qu'est-ce qui nous pour pouvoir rentrer dans ces frais. Qu'est-ce qui nous garantit, oui, pour rentrer à propos de frais, qu'est-ce qui nous garantit, monsieur le conseiller technique juridique, que le privé qui va prendre en gérant ces hôpitaux, qu'est-ce qui nous garantit qu'il va reverser les redevances à l'État? Je parle parce que je me base sur le cas de TVA. C'est un exemple que je donne. Beaucoup de sociétés devaient reverser la TVA à l'État, ne l'ont jamais fait, au point où le gouvernement était obligé de prendre une décision pour faire la liste des sociétés qui désormais pourront collecter la TVA. Qu'est-ce qui nous garantit qu'un privé qui prend un hôpital de zone va reverser demain Avant d'aller à votre question, je voudrais juste compléter, monsieur le ministre, que, disons, le secteur de santé a toujours été la préoccupation de tous les gouvernants. Récemment, au-delà des hôpitaux de zone existants, certains hôpitaux ont été érigés, disons, en formation hospitalo-universitaire. Bon, c'est vous dire que les efforts se font dans ce sens-là. Oui, c'est pour ça qu'elles sont élues. Qu'est-ce qui fait que ça va être garanti? C'est pour ça qu'elles sont venues au pouvoir. Certaines littératures juridiques vont jusqu'à dire, disons, ce que versera le fermier, il ne s'agira que d'un versement d'une somme forfaitaire. Ça veut dire quoi? La logique qui fonde l'affermage n'est pas une logique de rentabilité, ce n'est pas une logique de bénéfice, ce n'est pas une logique de commerce pour l'État. Forfaitaire, ça veut dire quoi? On tient compte de tous ces éléments-là. Mais pourquoi doit-il être respecté? C'est le contrat. Le contrat a un caractère consensuel d'abord, parce que c'est l'accord des volontés. Ça a un caractère contraignant, parce qu'on doit respecter des obligations, mais ça a aussi, disons, un caractère essentiellement régulateur. Mais c'est quand même curieux. Un caractère régulateur, dans la mesure où le contrat définira les conditions. Tous les acteurs seront impliqués de façon à ce que chacun doit faire doit être fait. Oui, c'est curieux quand même de penser que, je prends le cas des entreprises, que ce soit cotonnières, que l'État acquiert un matériel de performance de pointe, dernier cri comme on dit, équiper un hôpital et le livre à un privé. Pourquoi on ne formerait pas le service public pour prendre en charge ces équipements? Oui, le ministre, le médecin veut parler. Je crois que là n'est pas le problème. Il y a des fonctions critiques qui doivent exister dans un hôpital de zone. Des fonctions critiques. Des fonctions critiques, c'est-à-dire par exemple la production de soins. La production de soins de santé. Qui va s'occuper des enfants? Un pédiatre. Qui va s'occuper des femmes enceintes? Un obstétricien, gynéco-obstétricien. Mais il n'y a que le privé pour pouvoir répondre à ce genre. Non, pas du tout. D'accord. Mais ce que nous devons savoir est ceci. Un État qui réellement prend, prend le parti du peuple doit utiliser
toutes les ressources disponibles pour relever le défi qui se pose à lui. Très bien. Avant que vous poursuiviez, parce que le temps presse, je vais permettre à nos téléspectateurs de savoir ce que les populations de Yougou pensent de cette décision du gouvernement, puisque vous disiez que tout le monde est d'accord, que c'est plutôt les syndicalistes qui manipulent les gens. On va aller à la régie. La décision actuelle du gouvernement de la mise en affermage de cet hôpital nous avait choqués. Après les débats sur les radios, nous avions appris que ce n'est pas une privatisation. C'est en quelque sorte une gestion mi-publique, mi-privée. Donc, il y aura la qualité des soins, le personnel sera disponible et le coût aussi ne serait pas cher comme on le pensait. Donc, si c'est le cas, franchement, c'est une bonne décision pour moi. C'est une bonne décision parce que depuis longtemps que c'est inauguré, c'est toujours fermé. Ce n'est pas bon que l'État donne ça à un privé. C'est l'État qui peut aider son population parce que c'est lui qui connaît la valeur de son population. Une fois qu'on donne ça à un privé, lui, il fait son recherche. Il est en train de chercher son argent. Quand le privé prend la main, le service est bon et le travail aussi est bien suivi, il y a de la rigueur, tout ça là. Par contre, quand c'est le public, on a beaucoup de difficultés à s'en sortir. Quand on vient à l'hôpital, tout ça là, l'accueil, comment on nous traite, ce n'est pas bien suivi. Donc, si le gouvernement a décidé de remettre cela à un privé, ça nous arrange beaucoup. Est-ce que c'est la bonne manière pour gérer un office public? On ne sait pas, surtout que, comme il s'agit de la santé, comment ça va se passer? Est-ce que nous, pauvres populations, nous allons payer un prix fort par rapport à cela? C'est une question qu'on est en train de se poser. J'aime ça, j'aime la proposition là. Que le privé gère un peu, l'État aussi gère. Avec le privé, il y a souvent, le prix est élevé, mais il y a l'accueil. Il travaille bien, il y a la rigueur. Par rapport à cette décision, moi je pense que ce serait bien parce qu'il y aurait plus de contrôle et les agences prendront au sérieux le travail. Nous sommes pauvres. Ils ont fait pour aider les populations. Maintenant, si ils ont amené quelqu'un pour prendre, ça va coûter cher. C'est à cause de ça, nous, on n'est pas d'accord. Lorsqu'il y a un service qui est pour l'État et que c'est les individus qui gèrent ça, ils gèrent ça aussi dans le désordre. Peut-être si c'est dans ce contexte, on peut dire que c'est une bonne chose. Mais le côté paradoxal est que ce côté de population, est-ce que la population va beaucoup bénéficier de coûts? Voilà, monsieur le conseil technique et juridique, vous êtes servi, tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Il n'y a pas la manipulation là. Non, et vous savez, quand vous écoutez de très près, c'est même ceux qui se sont prononcés en faveur sont plus nombreux que ceux qui en sont dubitatifs. Oui. On ne peut pas manipuler tout le monde. Et nos populations, même quel que soit ce que vous leur servez, ils ont l'intelligence pour comprendre. Aujourd'hui, si vous venez faire une telle interview à Cotonou ici, les mêmes réactions vont s'observer. Les gens fréquentent certains hôpitaux qui n'ont pas un caractère purement public. Et ils savent ce que c'est. Sans vous arrêter, je voudrais dire aux téléspectateurs que ces propos qui ont été recueillis par Ousmane Baparapé de Yougou, on aurait souhaité avoir aussi la réaction des populations de Corvey et puis de Didia. Malheureusement, pour des raisons techniques, on n'a pas pu le faire. Oui. Ça viendra. Poursuivez votre ce qui est sûr. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Je disais que donc le contrat est régulateur. Dans un contrat, on met tout. Tout ce qu'il faut, les garde-fous qui permettent dans une certaine mesure de sécuriser la bonne exécution. Et en tant que tel, il n'y a pas du tout à s'inquiéter. Qu'un contrat, par exemple, prévoit, premièrement, la personne, l'autorité qui sera représentative de l'État dans l'affaire, c'est une bonne chose. Qu'il y ait un certain nombre de clauses au niveau du contrat qui rassurent et qui fassent qu'on ne puisse pas dénoncer un caractère léonien d'une clause, c'est une bonne chose. Que dans une certaine mesure, qu'on dise qu'il doit y avoir un comité de pilotage qui, tous les 3 mois, évalue. Mais est-ce que dans ces conditions-là, ce n'est pas déjà des conditions que le contrat prévoit?
les conditions de résiliation. Donc on peut résilier. Mais comment? Ça c'est clair. Je le dis, on n'est pas dans un système de contrat, disons, commercial. On ne peut pas commercialiser l'affaire sanitaire, non. Mais plutôt, tout sera régulé à travers un contrat. Parce que c'est des modes de gestion. Mais si on fait un peu de fiction, hein, monsieur le conseiller technique juridique, un peu de fiction, comme je le dis, l'appel d'offres va être lancé peut-être dans quelques jours. Les contractants, ça doit être qui? C'est des entreprises de santé? Ça va être qui? Et est-ce qu'un étranger, c'est-à-dire un Français, un Italien, peut être... La caractéristique particulière de l'affermage, ce qui le diffère par exemple des régies, c'est qu'en matière de régie, c'est la personne morale de droit public avec une personne morale de droit public. Au niveau de l'affermage, c'est une personne morale de droit public qui est l'État avec une personne morale de droit privé. C'est ce que je veux savoir. La personne de droit privé, c'est qui, par exemple? Souvent, ça peut être un Français. Très souvent, c'est souvent sous forme de société. Ça peut être des nationaux, ça peut être étrangers. L'essentiel, c'est que l'intéressé réponde aux conditions. Disons que ça dit le contrat ça dit les conditions qui ont été vraiment indiquées. Et je crois que c'est le meilleur qui sera tiré. Quand vous dites le meilleur, comme les entreprises de manière traditionnelle, c'est le moins 10 ans en termes de coûts? Qu'est-ce que c'est? Non, ici il ne s'agit pas. Ou mieux 10 ans en termes de prestations? Non, et en fait, ce n'est pas le mieux 10 ans. Bon, le mieux 10 ans en termes de prestations et de technicité. Voilà, c'est surtout ça. Qu'on sache que, par exemple, c'est une personne morale du droit privé qui a une expérience en matière de gestion, qui a déjà présenté un certain nombre d'éléments, d'indicateurs qui rassurent. Qu'on sache que dans une certaine mesure, c'est un homme du secteur hospitalier qui a une certaine forme, disons, d'expérience, c'est une bonne chose. Monsieur le ministre, oui, vous voulez peut-être, avant ma question, réagir? Les hôpitaux que nous voyons aujourd'hui, comme disons, hôpitaux de l'État, etc., mais comme je parlais de fonctions critiques, il y a des fonctions critiques qui sont déjà contractualisées depuis longtemps. Oui. Par exemple, tout ce qui concerne la restauration et autres, mais c'est déjà contractualisé. Depuis longtemps, c'est les privés qui font ça. Et cela laisse le temps aux techniciens, n'est-ce pas, de travailler. Alors que je dois m'occuper du sucre, de l'huile, du piment qu'on doit donner aux malades, je confie cela à un privé qui sait mieux le faire. Moi, je suis un médecin. Mais avec un coût différent. Non, mais ça se discute pour que vraiment ce soit, disons, accessible. Puisque soins de santé accessibles, disponibles, c'est de ça qu'il s'agit. Et ça, lorsque les soins sont disponibles, et la disponibilité, ce n'est pas qu'il y a des ruptures dedans parce que, bon, nous avons le droit de grève, nous on peut gréver. Parce que, bon, ok, bon, mais pendant ce temps, les soins ne sont pas disponibles. Ici, on règle ce problème-là un temps soit peu. Ensuite, après la disponibilité, il y a l'accessibilité. Et cette accessibilité-là, l'État veille à ce que les coûts ne soient pas hors de la portée des populations. C'est clair. Donc, lorsque ces fonctions critiques, les fonctions critiques sont là, à portée de main, nous disons que tout est bien. Mais j'ai exprimé mes inquiétudes. Et dans la mise en œuvre. Dans la mise en œuvre, tout est là. Parce que... Qu'est-ce que vous craignez concrètement? Ce que je crains est ceci. Et que, bon, c'est une équipe qui fait bien. Par exemple, quand vous allez à Djougou, il n'y a aucun... rares sont ceux qui vont dire que l'ordre de Malte, ça ne fonctionne pas bien. Ça fonctionne bien. Les chiffres sont là, les statistiques sont là, montrent que vraiment, on peut leur faire confiance. Allez à Tanguita, vous verrez comment ça se fait, etc. Et allez à Saint-Louis, c'est confessionnel. Vous allez voir ce qui se fait. Lorsque cela est tel que c'est construit là, je suis sûr que ce sont ceux qui ont déjà l'expérience dans le domaine et qui ont déjà montré leur capacité. C'est à ceux-là qu'on donnera vraiment la préférence. Vous avez dit que vous êtes inquiet, je demande. Oui, parce que lorsque tout est dans le fonctionnement des organes. Lorsqu'un comité de gestion de l'hôpital, mais disons délibère, il faut que l'intérêt des usagers puisse être sauvegardé. C'est pourquoi je dis, dans ce qui va se faire, qu'il y ait une interface créée par les utilisateurs des services de santé qui puissent être face, n'est-ce pas,
disons, à ces fermiers-là. Parce que si cela se faisait, au moins, on écouterait les représentants des usagers. Monsieur le ministre, une autre question de profane. Est-ce que dans ces hôpitaux de zone, les 3 et peut-être les autres, est-ce que le RAMU est mis en Je dis que c'est surtout le tiers payant. Le régime d'assurance maladie. On peut l'appeler comme on veut. Pour avoir une couverture, une bonne couverture, ce qu'on appelle la couverture universelle, il faut forcément un tiers payant. La césarienne donc est gratuite. Un régime d'assurance maladie universelle qui permette, n'est-ce pas, d'abord, qui soulage le malade, mais qui fasse qui sont tels que, évidemment, lorsque vous venez, vous avez les soins qu'il faut selon, n'est-ce pas, les critères définis. Et si les soins ne sont pas de qualité, attention, le tiers payant, celui qui paye, il a son médecin conseil qui vient vérifier comment ça a été fait, comment le diagnostic a été fait, qu'est-ce qui a été, les soins qui ont été prodigués, etc. Pourquoi ça coûte tel prix, pas tel. C'est extrêmement important. C'est pourquoi je dis, ou une mutualisation, ou notre RAMU, etc. Si cela pouvait aller de pair avec cette contractualisation, cet affermage, eh bien, je crois qu'on va régler beaucoup de problèmes. Est-ce qu'avec l'affermage peut être un moyen de mise en œuvre du RAMU. Est-ce qu'avec l'affermage de nos hôpitaux de zone, les femmes qui nous regardent peuvent espérer que la césarienne va continuer à être gratuite? Mais écoutez, aujourd'hui la césarienne se fait au niveau même des formations sanitaires privées et l'État rembourse. Je crois que la césarienne, c'est une politique qui est là, qui ne dépendra même pas de l'affermage. L'État a garanti la prise en charge de la césarienne. Peu importe là où vous êtes césarisé, on vous prend en compte. Ça ne pose aucun problème. Une autre question avant qu'on fasse le dernier tour de table parce qu'on est à la fin de l'émission. Oui, ça va très vite. Monsieur le conseiller technique juridique, je fais de la fiction, je ne suis pas pessimiste, mais je pose la question du journaliste. Si les syndicalistes en font, enfin je veux dire, parce qu'ils ont demandé la suspension immédiate de la mesure du gouvernement, s'ils en font une condition pour la poursuite du dialogue social, qu'est-ce que l'État pourrait faire? Il faut leur expliquer, il faut les associer, il faut qu'ils écoutent. D'ailleurs, c'est des gens que j'apprécie. Ils sont très intelligents. Je salue au passage M. Noël Tchadaré la dernière fois. J'étais sur Canal 3 avec lui. Non, je vous en prie. Qui a reconnu vraiment séance tenante que mais on n'était pas informé. C'est des gens qui sont suffisamment bien. Leurs préoccupations, attention, on ne doit pas léser la population. Si on leur explique, s'ils sont impliqués dans la mise en œuvre, le débat est terminé. Moi, je suis convaincu d'une chose. Ce serait vraiment incompréhensible qu'un État souverain, disons, qui ne gère qu'une population, se mette à prendre des décisions qui vont contre cette population-là. Très bien. Profitez de votre temps de parole pour dire votre mot de conclusion en rassurant les populations qui nous regardent, les populations des localités des hôpitaux concernés. Je voudrais rassurer tout le monde que, en réalité, l'affermage, c'est une forme, disons, de gestion, par, disons, laquelle l'État juste délègue ses pouvoirs, mais ne se désengage pas. La population peut être rassurée. Tout dépendra, disons, de la mise en œuvre de l'affermage. Et ça, je crois que les gouvernants en sont conscients. Ils ne se tromperont pas. Ils prendront des mesures nécessaires et surtout un certain nombre de conditions et surtout de dispositifs qui permettent, dans une certaine mesure, de garantir le succès de cette décision. Voilà. Monsieur le ministre, le mot de conclusion. Je crois que il faut que la communication se fasse. Il faut que chacun comprenne là où le gouvernement va en prenant cette décision. Et cela nous éviterait, nous permettrait d'économiser des affrontements, des confrontations inutiles. Il faut simplement dire que l'affermage, ce n'est pas la privatisation. Et que c'est un contrat dans lequel tout ce qui est important pour l'État
l'État l'exige. Et le fermier lui dit, ah, moi j'ai besoin, si c'est le cas, que chaque année l'État fasse telle chose, parce que sinon je ne peux pas pratiquer tel prix, etc. Et ça se conclut, et cela doit se faire. Et cela nous permet d'avoir des soins de qualité, parce que ça va être ici une exigence. Mais pour que toute la conditionnalité soit respectée, il faut des yeux de sachant faire, qui sont là et qui veillent. Un comité de santé, c'est bien. Un comité de gestion d'un hôpital inclusif qui met en place les élus, avec les élus, ceux qui sont, disons, les acteurs techniques de la santé. Et je crois que nous n'avons pas grand-chose à craindre. Je crois que Didja, ils sont suffisamment attendus là, au hôpital de zone pour à l'arrivée, puisque on est passé dans la brousse là, ça a été difficile. Et on a fini de construire Kové, Sanjilando et Ouenri, Djougou avait déjà son hôpital, mais qu'on a réhabilité. Mais que ces populations qui attendaient depuis des lustres aux hôpitaux, qu'à l'arrivée, que le gouvernement dise, eh bien, ce serait au prix fort. Oui, ce n'est pas possible. Et ça ne peut pas se faire. C'est pourquoi je dis, l'affermage, c'est bon. Merci de dire que l'affermage, c'est bon. Merci de rassurer. Pour rassurer chacun et dire que nous avons pratiqué ça. Moi, j'ai eu le privilège de suivre un certain nombre de privés dans cette chose-là. Et je peux dire que ce n'est pas, il n'y a pas de quoi. C'est avec ces mots de rassurance, disons, du ministre que nous mettons un terme à cette émission qui était consacrée justement à la mise en affermage des hôpitaux de zone de Djougou, Djidja et Kové. Merci à mes invités, le ministre Alexandre Otongi, médecin, ancien ministre, et puis le conseiller technique juridique du ministre de la Santé, M. Alassane Amadou Sani. Nous devions avoir également sur le plateau M. Dieudonné Lokossou, qui a eu un empêchement de dernière minute. Il a présenté ses excuses aux téléspectateurs. Merci à mes invités une fois encore. Merci à l'équipe technique. Merci à ceux qui nous ont suivis de bout en bout. Merci à l'équipe de réalisation conduite par Christelle Sagboin. À dimanche prochain.